Votre grandeur, votre infini. Je m'adresse à vous pour vous confesser les horreurs que j'ai commises. Je ne le fais ni pour le salut de mon esprit, ni pour recevoir votre pardon car, je le crains, il est déjà trop tard pour moi. Si je m'adresse à vous solennellement, c'est pour que quelqu'un se souvienne de ce qu'il s'est passé. J'accepte de recevoir l'anathème, sans résister, après avoir fini de parler. Je suis venu également soulager un peu ma conscience, ne plus avoir ce secret pour moi seul. C'est égoïste, je le sais. Je reste pourtant votre fervent dévoué, et je ne vois que vous vers qui me tourner. Avant de commencer mon récit, je tenais à avouer une chose, fort honteuse. Si j'avais encore le choix, je répéterais les mêmes actes. J'accepte en conséquence mon châtiment, mais je vous l'assure, je ne suis pas fou, votre grandeur, simplement désespéré. Tout a commencé lorsque j'errais dans la zone du territoire qu'il m'avait été donné, par héritage de mon grand-oncle infécond. J'ai obtenu la tour 2345. Rien ne présageait déjà un avenir radieux, vous, votre infini, qui nous avertissez sur la dangerosité des suites de plus de 3 chiffres. J'y ai vu un défi à relever, une manière de vous témoigner mon dévouement. Pourtant, en ce jour, le jour de l'errance, j'y ai trouvé un objet tout à fait singulier. En haut, presque au niveau du sommet de ma si petite tour, au 130e étage, j'ai retrouvé, enveloppée dans un drap brun, une fillette. Elle ne devait pas avoir plus de 12 ans et tremblait de froid. Les cheveux noirs, coupés en franges, et des yeux violacés uniques, comme si le cosmos s'y était déposé. Je l'ai trouvée magnifique. Ce qui est fort honteux, c'est mon incapacité à savoir si ces mignonneries ont fait écho au père ou à l'homme en moi. Aujourd'hui encore, je reste troublé par tant de beauté dans un corps si juvénile et ne peux m'empêcher de me sentir honteux lorsque je pense à elle. Je ne sais pas, votre grandeur, si un monstre est prisonnier en moi, prêt à sortir à tout instant. Je vous assure juste que j'ai fait le nécessaire pour conserver une relation saine avec cette petite, malgré mon admiration face à son visage délicat. Aujourd'hui encore, j'espère ne l'avoir aimée que comme un père. À vrai dire, j'ai eu immédiatement conscience de mon attrait pour la beauté de cette jeune fille. C'était à la fois l'argument et le contre-argument qui a créé le dilemme de savoir si je devais la recueillir en mon foyer. Mais homme seul et sans enfant, curieux et fasciné, je me refusais de la laisser dans le froid d'un étage à l'abandon. Alors je l'ai ramassée, avec la délicatesse troublante de celui qui souhaite retirer une fleur de terre sans en abîmer les fragiles pétales. Et mes mains furent accueillies par un léger gémissement onirique, avant qu'elle ne s'agrippe à moi dans son sommeil. Je plaçai mes doigts sur son poignet pour vérifier son pouls. Il était régulier. Je discernai alors une forme noire, dépassant légèrement de la manche que j'avais retroussée, comme tatouée sur sa peau candide et immaculée. Curieux, non sans sentir une gêne coupable, je remontai la manche jusqu'au coude et y fis apparaître des lettres, tatouées. Eucilla. Vous le savez, votre grandeur, ce tatouage est celui du mythe des esclaves. Cette fille serait-elle originaire du sol, celui que nous craignons? Aujourd'hui, je n'en ai toujours pas la réponse, mais je n'exclus pas la possibilité. Je ne souhaite pas que vous pensiez ma foi branlante. Néanmoins, j'ignore si je me suis occupé de cette fille pour y prouver ma foi, malgré ses marques, ou si c'est l'étrange connexion que j'ai pu ressentir entre nos deux êtres. Je crois que cela suffit déjà pour m'accuser d'ignominie, mais s'il vous plaît, patientez un peu. Ce n'est que le début de l'horrible récit qui entra à la tour de 1345 à jamais. J'ai attendu son réveil pendant quelques heures qui m'ont paru interminables. J'avais tant de questions à lui poser. Je me suis assuré qu'elle ait de quoi boire et manger, des sucreries les plus douces, aux multiples plats, pour être sûr d'en avoir à son goût. Fort heureusement, j'eus l'assistance de mon obligé. Bien que solitaire, je n'ai jamais été homme seul,
et son assistance, ainsi que celle de mes gardes, ont permis que je me trouve devant vous, votre infini. À peine eut-elle le temps d'ouvrir les yeux que les premiers signes d'insuffisance énergétique pointaient leur nez. Ses paupières commencèrent tout d'abord à s'ouvrir et fermer bien plus rapidement que la normale. Son corps était pris de spasmes endiablés et son pouls ralentissait à une vitesse fulgurante. Par réflexe, j'arrivais à lui transférer de l'énergie d'une capsule avec laquelle je voyage toujours, par précaution. Ma richesse nouvelle me permettait d'avoir ce genre de matériel onéreux qui, je vous l'accorde, outrepasse mes besoins, mais qui ont sauvé à cet instant la vie de la jeune fille. Au total, afin d'être serein, je lui ai injecté 4 de ces capsules avant de revenir à la normale et de lui éviter les effets secondaires du manque d'énergie. Durant quasiment 3 jours, elle fut dans une sorte de demi-sommeil cauchemardesque, où son front se plissait sous la terreur et la vision de son visage ainsi torturé était un supplice pour quiconque la voyait. Elle réussit par moments de lucidité à se nourrir et boire un peu, avant de retomber dans ses délires. Au bout de 3 jours, Eucilla finit par ouvrir les yeux pleinement et à prononcer ses premiers mots. Sa voix était aussi mystique que ses yeux. J'ai passé 2 heures à la rassurer, lui expliquer où elle était, chez qui, et que nous allions nous occuper d'elle comme chaque enfant le mériterait. Elle semblait apeurée, comme si elle n'avait que la violence et le mépris pour parents. Lorsque ce fut son tour de répondre à mes questions, elle m'apprit l'existence d'une maladie rôdant au sein de la tour 2345. C'était là la raison de sa présence ici. Les enfants, peu affectés par la maladie, étaient les seuls à pouvoir venir solliciter mon aide. Je n'avais pas encore rencontré les habitants de la tour, outre mes quelques employés. J'avais ce sentiment étrange d'avoir cette jeune fille dans une chambre qui aurait pu appartenir à la mienne, du temps où elle vivait encore. Jusqu'alors, la pièce dans laquelle j'y ai installé Eucilla était de celles que j'évitais. Dans une couleur pourpre princesse, la chambre avait toutes les qualités d'un confort bourgeois, symptomatique des inégalités de notre monde. J'avais décidé de vivre simplement, comme selon vos préconisations, votre Seigneur. Il est vrai qu'il était plus facile d'adopter ce mode de vie avec des revenus plus modestes, mais ce luxe continuait de me déranger, jusque son arrivée. Des draps de velours pour une peau de soie. Elle finit par insister pour m'accompagner, et je ne pus résister. Ses seules connaissances s'y trouvaient. Nous embarquions donc dans un de mes véhicules personnels, avant de descendre de 40 niveaux. Par précaution, j'intimai à la fillette de rester à l'abri. L'un de mes gardes du corps la surveillait, tandis que l'autre viendrait avec moi. Mon intuition se confirma lors de mon exploration sommaire. Les corps inertes ou mourants tapissaient l'étage çà et là. Nous empruntions les escaliers lorsqu'un homme fébrile tentait de nous attaquer, armé d'un couteau. Il fut accueilli d'une balle dans le crâne, placé de justesse à bout portant par mon garde du corps. Son sang gicla sur celui qui m'avait sauvé la vie et macula son visage. Nous prenons le temps de le nettoyer pour ne pas effrayer Eucilla avant de remonter dans le véhicule. Cet étage ne nous apportera rien. Nous nous élevons de 20 niveaux avant de répéter le même schéma, 2 dans le véhicule, 2 en exploration. Nous tenons au courant le garde du corps resté dans la voiture via le social. Ici aussi, des corps gisent aux 4 coins des pièces et des couloirs incommensurables. L'endroit est tagué, sale et abîmé, indigne d'un niveau 110. Cette fois-ci, des ombres se meuvent, des personnes épuisées, errant aux 4 coins du dédale géant. Alors, nous espérons. Après 2 heures de recherche, clairsemées de dialogues mornes avec les habitants presque morts, nous trouvons le chemin vers un orphelinat, où un homme semble dépeint comme le seul saint d'esprit parmi les fous. Nous errons avant de le trouver. Il était debout, devant un promontoire, à répéter un discours à haute voix, devant un public inexistant. Je regardais mon garde du corps. Il avait l'air aussi inquiet que moi, et posa sa main sur son arme à feu. Nous avançâmes. C'était un vieil homme à la peau fripée et collée à ses os, maigre et anguleux, sans doute prêt à mourir à chaque seconde. Nous engageâmes la conversation. L'homme est presque aphone,
et nous peinions à comprendre ses propos, mais il me semblait rationnel, comme s'il arrivait encore à chasser le désespoir et la folie qui accompagnaient le manque d'énergie. J'y appris de nombreuses choses. La maladie était à l'origine une expérience de la part d'un créateur de programme pour puces électroniques ayant participé à un moment au développement du social, souhaitant créer une drogue numérique ayant les mêmes effets que ceux de l'Alnet, ralentissant la consommation d'énergie de vos organes mécaniques dans une version dématérialisée, évitant les injections et leurs coûts. Les tests sur les rats pucés s'étaient avérés concluants et, après de multiples contrôles, il prit la décision d'en être le premier utilisateur. Au commencement, le programme fonctionnait et lui permettait d'allonger son temps de vie sur la station. Heureux de sa découverte, il mit son programme en ligne à un prix exorbitant, mais raisonnable au vu de son effet. Quelques-uns l'achetèrent, d'autres ont pu l'obtenir gratuitement. Les premiers problèmes sont apparus quelques jours plus tard, chez le créateur en premier lieu. Lorsqu'il n'était pas sous l'effet du programme, sa consommation d'énergie doublait. Il ne parvint pas à trouver la source du problème et rapidement, les anomalies apparurent chez les autres. Chacun développait sa propre forme d'anomalie. Quelques-uns arrivaient à gagner du temps d'alimentation des organes mécaniques, lorsque d'autres moururent en quelques minutes. Certains se retrouvaient prisonniers du programme, les rendant amorphes pour l'éternité. Par la suite, sans doute à cause de l'origine partiellement magique des puces, le programme détraqué se mit à affecter le corps des infectés et le virus à se transmettre à travers les connexions directes et les fluides corporels. Tous étaient morts ou mourants. Seuls subsistaient quelques personnes en fin de vie, l'homme et les enfants de l'orphelinat derrière lui. Tous étaient infectés, ils étaient les derniers êtres de la tour. Je confiai à l'homme que je n'avais aucune solution à leur apporter, que si nous cherchions à endiguer l'épidémie, nous arriverions trop tard. Il me confia un détonateur, relié à des explosifs posés dans l'orphelinat. Si nous ne pouvions résoudre la crise, le mieux à faire était d'éliminer la maladie le plus rapidement, avant qu'elle ne se transmette. Je tournai la tête, terrifié, vers mon garde du corps. Il me fixait. Il avait été maculé du sang d'un malade. Nous lui attachions un bracelet de mesure énergétique au poignet. L'écran vira au rouge et les chiffres défilaient à une vitesse folle. Il était condamné. Je m'assis pour tenter de supporter le choc, lorsque des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Pourtant, il n'avait jamais eu peur de la mort. C'est ce qu'il nous confia, avant de saisir le détonateur de mes mains fébriles. Ses pas étaient lents et il tremblait, sanglotait. Il savait ce qu'il allait faire. Moi, je ne pouvais que me haïr d'être incapable de l'en empêcher. J'avais conscience du danger que les malades représentaient pour cette tour et notre monde. Je pense avoir bien fait, et cette pensée m'écœure. Le vieillard et quelques autres ont rejoint l'orphelinat. J'ai pressé le pas vers le véhicule, sans me retourner. Je voulais fuir au plus vite, partir d'ici avant d'entendre la détonation, ressentir le souffle ardent de la mort et l'impact de la souffrance. Me boucher les oreilles, enfiler des œillères et oublier ce que nous venons de faire. Me retirer la mémoire pour m'ôter le devoir qui m'incombe. Au bout de quelques minutes, je me mis à courir sans m'en rendre compte, à bout de souffle, les jambes engourdies, le regard exorbité et hagard. Je ralentis tout juste avant d'être dans le champ de vision de Scylla. La détonation retentit à cet instant, étouffée, éloignée. Il avait attendu plus de 10 minutes pour soulager mon esprit. Je lui adressai alors une reconnaissance posthume avant de rejoindre la voiture, la mine grise. L'autre garde du corps ne dit rien et redémarra la machine. Nous repartons au 132e. Je rassure aussi là, en lui annonçant qu'il est resté pour aider les orphelins.
le mensonge passe comme un verre d'acide. Je me rends compte, honteusement, que je ne connais aucun des prénoms de mes employés, que je ne me souviens qu'à peine du visage de celui qui s'était sacrifié pour moi. Je devais prendre mes responsabilités. Immédiatement arrivé, je me suis empressé de condamner tous les accès au niveau qui m'étaient exclusifs. À présent, avec l'impossibilité d'évaluer le nombre de contaminés, je devais penser à la stabilité de la tour et avec elle, la santé du monde. Si un tel virus se transmettait au-delà de la frontière de la tour 2345, nous étions perdus. Il était de ma responsabilité d'éliminer la maladie, même si pour cela, je devais faire de ma tour un cercueil. Il m'a fallu 6 jours pour me décider, prendre mon courage à deux mains avant d'agir. Scylla était souffrante, et il me fallut dépenser une petite fortune pour la maintenir en vie. Sa consommation d'énergie augmentait de manière exponentielle. Durant ces 6 jours, je suis resté à son chevet, lui apportant mon aide pour se maintenir en vie. Mais elle devenait de plus en plus dépendante, au point qu'au dernier jour, je dus lui faire sa toilette. Je fus fort troublé, et je trouvai la force de m'empêcher de poser le regard sur elle. Assis sur le bord de son lit, nous avons lu un album bien trop enfantin pour elle. Je me sentais père à nouveau, et, mettant du cœur à l'ouvrage, nous avons finalement réussi à apprécier la lecture. L'instant était doux, et nous le chérissions tous deux. Je lui apportai mon aide, pour qu'elle puisse s'endormir aisément, lui murmurant des mots rassurants, et lui caressant les cheveux, démêlant ses nœuds par endroits, et en créant d'autres par la même occasion. Elle trouva finalement le repos, le sourire aux lèvres, un visage béat et irrésistible. Je l'enveloppai de ses draps, et déposai sa tête sur l'un de ses oreillers en dentelle. Elle se recroquevilla dans la chaleur paternelle qu'elle semblait découvrir. Je l'observai 2 heures durant, avant de me décider. Je saisis le second coussin de dentelle et le plaçai sur son visage. Je commençai à appuyer lorsqu'elle s'éveilla, sans avoir la force de se débattre. Ses mains, tellement petites, agrippèrent les draps, les serraient et tiraient pour essayer de s'échapper. Elle réussit malgré tout à pousser des gémissements qui me fendirent le cœur. Je ne pensais pas que cela pouvait durer aussi longtemps. Elle tenta de résister, de me saisir les bras d'une douceur suppliante, de me caresser délicatement pour m'apaiser. Mais je ne pouvais revenir en arrière. Je devais faire ce sacrifice. Je n'avais pas d'autre option. Je ne pouvais pas prendre le risque de laisser l'infection se propager. C'est au bout de 10 minutes que ses membres devinrent inertes, et je dus rester quelques minutes de plus avant de retirer le coussin de son visage, de m'éloigner du lit. Je tremblais et mes jambes furent fébriles. Je perdis le contrôle de mon corps et flancha, me rattrapai de justesse dans un grand fracas lorsque le garde du corps pénétra dans la pièce, le regard inquiet, l'arme à la main. Complètement paniqué, je revêtis mon air le plus serein possible et chuchotant, je lui saisis l'arme des mains et le rassurai d'une tape sur l'épaule avant de quitter la pièce sur la pointe des pieds. Honteux de mon acte, je refusai qu'il en soit témoin. Une balle à l'arrière du crâne vint m'apporter ce soulagement. La détonation alerta mon obligé, qui connut le même sort. Au final, je n'ai jamais eu l'occasion de leur demander leur prénom. En hâte, je rejoignis mon véhicule pour les longs voyages, ceux entre les tours. Je n'ai pas fait d'arrêt ni de détour. J'ai directement été vous voir, votre grandeur. Je suis venu pour vous poser cette question. Ai-je eu raison de commettre ces actes? Mériterais-je l'anathème? Les souffrances ou une mort rapide? J'espère que oui, votre infini. Car si vous ne me maudissez pas, je me pendrai demain pour éliminer le dernier porteur de l'infection.